Et bonjour à tous sur la chaîne des Brothers, c'est Astier, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le niveau spoil de cartes du set 2, Ombre de la Galaxie. Alors sans plus attendre, on va directement se retrouver sur la fameuse présentation que vous connaissez si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, et on va directement commencer avec la nouvelle mécanique. Donc cette nouvelle mécanique, vous allez voir, parce que vous avez déjà vu l'article, c'est une mécanique qui est centrée sur le mot-clé contrebande. Donc, comme c'est écrit ici, ce dernier vous permettra donc de jouer cette carte en payant son coût en contrebande. Le mot-clé contrebande est toujours associé à un coût qui inclut des icônes d'activité, généralement différent du coût normal pour jouer la carte. Après avoir joué une carte, donc grâce à son mot-clé contrebande, vous mettez immédiatement en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource inclinée pour la remplacer. Donc gardez à l'esprit que la carte contrebande reste une ressource et que vous pouvez, lorsque vous la jouez, vous pouvez l'incliner pour payer son propre coût. Je m'explique. Vous avez des cartes, par exemple, comme ici dans l'exemple, ça appartient à une carte qu'on va voir un petit peu plus tard, donc il coûte 5 pour être joué. Vous pouvez la mettre, si vous voulez, puisque 5 c'est un petit peu cher, la mettre en ressource. Lorsque, si vous le décidez, donc par exemple dès la mise en place ou au cours des tours suivants. Cette carte, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut regarder à tout moment un petit peu les cartes qu'on a en ressources. Vous pouvez, à un moment donné, payer 7 et respecter bien évidemment les icônes d'affinité pour jouer cette carte depuis votre zone de ressources. Donc ce qui fait que vous avez des options en main un petit peu plus importantes. Du coup, elle coûtera un peu plus cher, mais c'est pas grave. Puisque vous allez pouvoir, en fait, pour la jouer, donc là elle coûte 7, imaginons que vous avez 7 ressources, vous inclinez cette même carte qui à ce moment-là est une ressource pour la jouer, elle est jouée, et vous prenez la carte qui est sur le dessus de votre deck, et vous la rentrez inclinée pour remplacer cette fameuse carte. Donc ça peut être top pour s'ouvrir de nouvelles options, se dire ah mais ça j'aime bien mais je sais pas quoi en faire, vous savez on a toujours ces petits moments où on se dit ah mais ça c'est super, le compte de coût il vaut 7, il me le faut parce que je sais que tel, mais dans la situation présentement c'est pas le truc le plus utile, et ben là voilà, vous pouvez vous dire je m'en sépare, je me conserve, je me garde quand même la possibilité plus tard de la jouer, moyennant un coût un petit peu plus élevé, mais c'est pas grave, parce que c'est génial, parce que là vous allez pouvoir jouer avec vos ressources et également vos cartes dans la main. Donc c'est avec les mécaniques donc, de prime et de capture qui nous ont déjà été présentées, c'est la fameuse troisième mécanique, nouvelle mécanique de ce set. Donc c'est relativement intéressant, on va avoir je pense qu'on va avoir pas mal de petits trucs assez tricky, assez intéressants. Vous allez voir après on a tout un pléthore de cartes qui a déjà été révélé, on va les voir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc, dès maintenant, on va commencer avec les nouvelles cartes. Donc, je les ai segmentées par affinité. Et sans plus tarder, on va commencer avec les cartes qui sont plutôt tournées autour du mot-clé Mandalorien. Donc là, on a la leader Bo-Katan Kryze, donc qui est une leader agressivité héroïsme, donc rouge-blanc, qui se déploie au tour 6 et qui a 4 sets de statistiques. Et qui nous dit, avec son action, on va pouvoir l'incliner. Et si on a attaqué avec l'unité Mandalorien pendant la phase, on peut infliger un dégât à une unité. Donc spatial, terrestre, ami, ennemi, pas de restriction. Très intéressant, en plus unité, donc les leaders compris, relativement intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va voir que lorsqu'elle est déployée, ça va être en attaque qu'elle va le faire, donc elle va pouvoir infliger un dégât à unité, donc même principe un petit peu que la Sabine, vous savez, pour 2, la 2-3 qui inflige un dégât ou à unité ou une base, vous allez pouvoir faire péter le bouclier sur une unité, mais si vous avez déjà attaqué avec une autre unité mandalorienne à cette phase, ben, vous allez pouvoir infliger un dégât à une unité, donc la même ou une autre unité, donc c'est intéressant parce que vous pouvez faire 2 dégâts, vous pouvez faire 2 pings, etc. Donc c'est relativement sexy, plutôt sympa, ça se déploie au tour 6, 2 tours après la Sabine, c'est quand même relativement plus, c'est un petit peu plus puissant. Dans un Mandalorian, on se doute qu'on va pouvoir sûrement le faire à tous les tours. En plus, c'est une action qui est gratuite, donc c'est un petit dégât. Le petit ping qui va bien, qui va venir de ci, de là, puisque souvent on est à un dégât off pour détruire une unité. Il y a le petit shield qui nous embête. Donc c'est un leader qui est très intéressant. Moi j'aime beaucoup. L'art est sympa, donc à voir pour ce que ça va donner. Donc maintenant, on a tout ce qui est les autres cartes Mandalorian. Donc, on a la Katsuonyo, une très bonne tour 1. Donc, pour 2, une 3-2 rouge-blanche, qui a saboteur. Donc, c'est relativement intéressant, puisque sa capacité nous dit que lorsque cette unité inflige des dégâts de combat à une base, vous pouvez éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins. Donc, c'est intéressant parce que dès le tour 1, vous pouvez la déployer. 3-2, vous pouvez aller chercher un body intéressant. Vous pouvez déjà commencer à grappiller la base adverse. Et en plus, ça a saboteur. Donc, vous n'êtes pas du tout inquiété par tout ce qui est les sentinelles adverses. Et donc vous pouvez éliminer une amélioration. Souvent les améliorations c'est relativement embêtant, surtout que dessus ça inclut les jetons expérience et les jetons bouclier. Donc même dans un deck aggro c'est relativement intéressant quand même à avoir.
Alors juste après, je vous ai mis en bleu le disciple de la voix parce que c'est un très bon tour 1 également, donc c'est une 1-3 pour 2 qui se joue en bleu, mais lorsque cette unité, tant qu'elle est améliorée, elle gagne +1/+1. Donc c'est super puisque elle a déjà le bénéfice de son amélioration, plus le bénéfice du +1/+1. Donc c'est très intéressant de la booster dès le tour 2. Après, attention, si vous jouez face à un deck qui contrôle, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc là, jouable aussi en tant que méchant. En tant qu'infâme, bien sûr. Maintenant, vous avez les challengers du clan. Les challengers du clan, c'est assez intéressant. C'est une 3-6 pour 5. Coûte un peu cher, mais qui arrête 3. Donc, qui montre bien un petit peu tout l'attrait qu'ont les Mandaloriens lorsqu'ils attaquent. Ils sont très forts en attaque. Donc, Raid 3, vous le lisez comme moi, l'unité a +3, +0 quand elle attaque, mais surtout que tant qu'elle est améliorée, donc tant qu'elle a un petit boost, une petite amélioration, même un jeton expérience ou autre, elle va gagner débordement, et donc les dégâts en excès vont être infligés à la base. Donc c'est plutôt une carte qui est relativement intéressante, qui va venir un petit peu stabiliser les decks Mandaloriens qui n'ont pas forcément des grosses unités à mettre dans leur deck. Ensuite, vous avez Koska Reeves. Alors, elle, c'est pour l'instant une de mes spoils préférées, parce que c'est un tour 3 assez solide. Donc, c'est une 4-5 pour 4. Jusque-là, des stats plutôt correctes. Mais surtout, lorsqu'elle est en attaque, si l'unité est améliorée, vous allez pouvoir infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Donc, encore une fois, le petit ping qui va bien avant, ou alors d'aller attaquer une unité adverse, ou lorsque vous attaquez une unité adverse, vous pouvez éliminer une petite unité. Super intéressant. Mais voilà, on a bien compris que les decks mandaloriens vont être axés autour du fait d'améliorer nos unités. Donc pourquoi pas plus tard des reveals de cartes d'amélioration un petit peu de masse, vous savez, comme cette carte qui est blanche qui dit que pour 0 la remise de médaille, vous pouvez ajouter un jeton expérience jusqu'à 3 unités rebelles qui ont attaqué pendant le tour. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas ça? Ça me semble quelque chose de plutôt plausible. Bien sûr, la tirailleur des Night Hall, donc une 4-3 pour 3, stat relativement intéressante, et justement, elle a ce trait contrebande dont je vous parlais, donc si dès le début vous voulez pas forcément la jouer, ou alors à la fin parce qu'elle n'est pas utile, vous pouvez la mettre en contrebande et pas de souci. Si à un moment vous avez un tour un peu creux où vous n'avez rien à faire, pour 5, vous pouvez la jouer et la remplacer par la carte du dessus du deck. Donc plutôt intéressant. Et enfin, un événement Mandalorian, donc telle est la voie. Cherchez jusqu'à 2 cartes Mandaloriens et ou améliorations parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-les et piochez-les. Donc c'est un petit peu l'équivalent des cartes qui permettent d'aller chercher des unités impériales, des unités rebelles, des véhicules, etc. etc. Donc c'est une forme de tuto et c'est plutôt intéressant. Pour 2, c'est pas excessivement cher. Voilà, réservé plutôt au côté héroïsme du jeu. Donc, on a bien évidemment du côté infâme le loyaliste de la Deathwatch, donc une 3-3 pour 3 plutôt classique, mais qui a aplomb, donc +1/+0 pour chaque dégât sur elle, donc qui va pouvoir potentiellement permettre d'aller faire 1 ou 2 trades, et avec le débordement qui permettra lors du deuxième trade, lorsqu'elle sera boostée, de ne pas perdre des dégâts en les infligeant à la base adverse. Et enfin, une super amélioration, donc pour 1, la cruauté, l'unité attachée gagne quand cette unité attaque et élimine une unité, inflige 2 dégâts à la base du joueur défenseur. Alors j'ai déjà vu un petit peu sur les réseaux des gens qui disent oui, sur Mace Windu c'est super, machin. Alors oui, n'oubliez pas qu'il faut payer la petite pénalité de 2, donc ça coûtera 3, mais en effet, ça peut être plutôt sexy. Après, à voir s'il n'y a pas mieux à faire, mais c'est vrai qu'avec Mace Windu, on se dit, si on arrive à éliminer 2 unités dans le tour, on se débarrasse de 2 unités, en plus de ça, on a infligé 4 dégâts à la base du joueur défenseur, ça peut être sexy, il faut essayer, mais c'est plutôt intéressant, c'est une superbe amélioration qui nous est proposée là. Donc, on a fini pour l'instant avec les cartes Mandaloriens qui ont été révélées jusque-là pour ce set, puisque le jour où on tourne, on est donc le 5 mai, le lendemain du May the Force Be With You. Donc on a quelques cartes qui ont été révélées en français, quelques-unes autres en anglais. Et donc on va de suite enchaîner avec la Clone Force. Donc pour l'instant, on a Hunter, donc on a le chef de la Bad Patch en leader, donc qui sera commandement donc vert blanc, et qui nous dit pour l'action pour 1, incliné, de révéler une ressource que l'on contrôle si elle porte le même nom qu'une unité amie unique. On renvoie cette ressource dans la main de son propriétaire et on met en jeu la carte du dessus de notre deck en tant que ressource. Alors, les statistiques sont plutôt intéressantes, 5-8, ça se déploie un peu tard. On voit bien évidemment quand c'est déployé, donc là on l'a en anglaise puisque sur le site elle n'y est pas encore en français à l'heure où on tourne, que c'est la même chose sauf qu'on ne paye pas un, c'est en attaque qu'on va pouvoir faire sa capacité. Alors à noter que vu qu'on le révèle, l'adversaire est au courant de la carte que l'on va récupérer, mais à ceci près que en plus elle a débordement, ce qui permet de ne pas perdre toujours les fameux dégâts lorsqu'on attaque une unité qui a un déficit de points de vie.
Donc on va sans plus attendre montrer un petit peu tout ce qu'il y a autour des clones dans cette extension qui arrive. Donc en infamie, on a Crosshair qui vient, donc qui a une 2-6 pour 4 qui est relativement intéressante et qui a une action pour 2, donc on peut la faire plusieurs fois dans le tour, autant qu'on peut payer, qui lui fait gagner +1/+0 pour cette phase. Plutôt intéressant, d'autant plus que son action, lorsqu'on incline Crosshair, permet d'infliger des dégâts égaux à sa puissance à une unité terrestre ennemie. Donc on les inflige, c'est pas une attaque. Donc par exemple, imaginons qu'on est en 3-6 parce qu'on l'a boosté une fois, on inflige 3 dégâts, donc ce qui permet de préserver Crosshair et de ne pas prendre des points de dégâts sur lui. Alors pourquoi je le présente de suite? Parce qu'on a des cartes, vous allez voir, qui vont nous permettre de pouvoir le jouer même dans le deck avec Hunter. Puisqu'en effet, Omega, qui peut se jouer dès le tour 1, donc qui permet d'ignorer la pénalité d'affinité de la première unité clone que vous jouez à chaque round. Donc vous avez Omega sur le terrain, vous pouvez jouer Crosshair pour 4 puisque vous ignorez la pénalité pour l'icône infamie. Donc c'est intéressant puisqu'en plus une fois joué, vous allez chercher une carte clone parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, la révéler, la piocher. Donc c'est un body de 2 qui permet d'ignorer, de passer outre une certaine mécanique du jeu, la mécanique de pénalité, et qui permet d'aller tuto une carte. Attention, c'est une 2-2 pour 2, on sait très bien que c'est fragile. Il y a les 2-3, il y a les 3-3 qui peuvent jouer dès le tour 1, qui peuvent venir chercher Omega de suite. Donc c'est pas une carte qui va rester très longtemps sur le terrain, d'autant plus que sa capacité étant assez forte, puisqu'elle permet de jouer beaucoup de cartes différentes, un petit peu à la manière d'une Hera qui permet d'outrepasser les pénalités pour les équipages spectres. Votre adversaire ne va pas le laisser sur le terrain, vous vous en doutez. Ensuite on a Tech, alors Tech très intéressant, que héroïsme, donc on peut le jouer un petit peu dans tous les decks, étant donné qu'en plus c'est une 2-5 pour 3, donc un body assez intéressant, excusez-moi pour le petit bruit, et qui nous dit donc que chaque ressource amie gagne contrebande. Et donc le coût de contrebande ainsi gagné et de la carte est de +2 et les icônes d'affinité. Donc on peut le jouer lui également en contrebande pour 4. Et donc si vous avez bien compris, toutes vos cartes vont gagner contrebande. Donc imaginons que j'ai Amiral Akbar. Donc Amiral Akbar pour 3 qui est une 1-4 récupération 1 et qui permet lorsqu'il arrive sur le terrain d'infliger des dégâts à une unité égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. Je vais vous l'afficher pour plus de simplicité. Elle est en ressources, et bien donc vous pouvez la jouer pour 2 de plus, donc pour 5, vous pouvez la jouer à tout moment, puisque Tech fait gagner contrebande à vos cartes ressources. Donc c'est plutôt intéressant, ça va permettre d'ouvrir pas mal de champs des possibles. Et là, pour le coup, c'est une unité qui est assez compliquée de venir chercher, puisque c'est quand même une 2-5 qui va soit nécessiter une grosse carte de contrôle, soit de venir mettre 2 unités dedans pour venir la chercher. Alors bien évidemment on a Echo qui est une 4-4 pour 4, body plutôt classique, récupération 2, donc je rappelle en attaque, lorsque cette unité attaque, vous soignez 2 dégâts de votre base, qui dit qu'une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main, et vous allez donner 2 jetons expérience à une unité en jeu qui porte le même nom que la carte défaussée. Donc c'est plutôt intéressant, puisque c'est tout l'intérêt, vous l'aurez compris avec Hunter, de remonter une ressource qui porte le même nom que, par exemple, que Echo, et quand vous jouez, que Tech, pardon, et lorsque vous jouez Echo, vous défaussez votre Tech, qui est dans votre main, et votre Tech qui est déjà sur le terrain va bénéficier d'un +2/+2, donc va passer en 4-7. Donc, à voir après en l'état ce que ça va donner, mais sur le papier, c'est plutôt sexy, il y a pas mal de combinaisons qui vont se faire, on le voit de suite. Et enfin, donc un clone, nous avons donc le Deserter Clone. Donc le Deserter Clone, c'est une 2-3 pour 1, donc en vert blanc, qui a récupération et qui a une prime sur elle. Donc puisqu'il l'a déserté, lorsque votre adversaire va réussir à le mettre KO, votre adversaire va pouvoir piocher une carte. Donc certes, dès le début, vous avez pour 1 une belle unité de 2-3 qui permettra peut-être de jouer 2 unités, puisque il n'est pas unique, donc vous pouvez jouer 2 Deserter Clones, mais en contrepartie, votre adversaire pourra piocher une carte lorsqu'il arrivera à le mettre KO. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que l'avantage que vous donne le Deserter Clone dès le début vaut le coup de faire piocher une carte à votre adversaire? Ça, il faudra juger en l'état. Donc ensuite, nous allons aller sur le troisième sous-type qui se détache dans ce nouveau set, sur les chasseurs de primes. Donc on a pour 5-5 les rivaux en vieux, donc c'est une 5-5 pour 6, qui a aplomb, donc encore une fois +1, +0 pour chaque dégât sur elle, mais qui une fois joué ou en attaque, on peut infliger 2 dégâts à une unité qui a une prime. Donc c'est plutôt sexy parce que vous allez gagner... cette unité va monter en puissance au fur et à mesure des dégâts qu'elle va avoir sur elle. C'est plutôt un body intéressant.
Attention, ceci dit, toujours au takedown qui permettent donc d'éliminer une unité qui a 5 PV restants ou moins, mais qui va permettre lorsqu'elle est jouée ou en attaque d'aller directement contrôler les unités adverses, et en plus de ça, vu qu'elles ont des primes, potentiellement de vous donner un avantage immédiat pour le reste de la partie. Donc plutôt intéressant, un peu cher, mais vu l'effet qu'elle a, c'est tout à fait normal qu'elle coûte aussi cher. Peut-être une assez bonne carte de draft, quoique il faut être certain que l'adversaire puisse avoir une prime, sinon la capacité, une fois jouée et en attaque, sera inutile. Ensuite, on a le IG11. IG11 plutôt intéressant, alors un énorme body, ici 5 pour 5, c'est monstrueux, mais si cette unité elle devait être capturée, donc par un effet adverse ou autre, elle est éliminée, donc potentiellement votre adversaire peut facilement l'éliminer. En revanche, vous allez mettre 3 dégâts à une unité terrestre ennemie, lorsqu'elle est éliminée par le biais de la capture. Attention, par le biais de la capture. Si elle est éliminée de manière classique, il ne se passe rien. C'est lorsqu'elle doit être capturée qu'elle va infliger ces dégâts, les dégâts à une unité terrestre ennemie. Et bien évidemment, en attaque, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre endommagée. Donc pour aller finir les grosses unités ou autres, celles qui ont déjà un petit peu servi. Plutôt intéressant. Encore une fois, moi j'aime bien voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, on a le chasseur réputé, donc c'est une 3-4 pour 3, mais qui a l'attrait intéressant de coûter 1 de moins à jouer si une unité ennemie a une prime. Donc intéressant parce que vous, dans un deck chasseur de primes, vous allez chercher à mettre des primes sur les unités adverses, donc vous allez vous faire baisser votre coût de votre unité, mais on a vu qu'il y a des cartes qui peuvent être jouées nativement avec une prime sur elle, en texte imprimé sur la carte. Donc ça permet potentiellement de venir embêter votre adversaire en disant ok, tu as ta stratégie, mais ta stratégie va également me profiter. Donc ça peut être plutôt sexy. En tout cas, moi j'aime bien l'idée. Et enfin, vous avez donc faire prisonnier. Alors faire prisonnier, on reconnaît hein, l'artwork de quand Obi-Wan est détenu dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Donc pour 3, une unité ennemie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Donc la carte capturée, elle va face cachée sous votre unité jusqu'à ce que votre unité quitte le jeu. Et à ce moment-là, l'unité retournera dans l'arène ennemie. Mais ça permet donc de capturer l'unité, de l'empêcher d'attaquer, de récupérer donc la prime s'il y en a une dessus. Donc c'est plutôt sexy, ça sert à un petit peu de contrôle. Après, bien évidemment, votre unité qui aura capturé va être un petit peu la target de votre adversaire, mais plutôt intéressant, surtout dans un deck chasseur de primes. Ensuite, on a poursuite acharnée, donc en jaune, pour 3, qui nous dit qu'on va choisir une unité amie. Elle capture une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins qu'elle. Donc là, attention, vous ne pourrez pas vous servir avec votre pauvre petite 1-2 pour 1 de capturer des grosses unités adverses. Mais si votre unité amie, c'est un chasseur de primes, on va lui donner un jeton bouclier. Donc exactement ce que je viens de vous dire, lorsque vous allez capturer une unité adverse, l'unité qui capture va forcément être la cible de votre adversaire pour pouvoir libérer son unité. Mais cette carte va vous permettre de gagner en survivabilité à votre unité, puisque le bouclier va lui faire encaisser des dégâts. Donc plutôt intéressant. Et enfin, vous avez donc toujours dans le jaune, mais cette fois-ci jaune-blanc, épargner la cible. Donc ici, vous allez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader. Et en plus de ça, vous allez pouvoir collecter les primes de l'unité. Donc vous avez votre contrôle, qui de plus vous octroie la possibilité la possibilité même vous donne les primes de l'unité. Donc pour le coup, c'est vraiment très intéressant, puisque vous allez faire 2 en 1. Et là, on va enfin passer sur un petit peu le dernier sous-type que j'ai segmenté dans cette vidéo. D'ailleurs, vous aurez sûrement les timecodes, il me semble. On va passer un petit peu sur tout ce qui est la pègre. Donc là, une sentinelle 2-3 pour 2 en bleu-noir, très intéressant, qui va permettre de gêner les stratégies adverses plutôt axées sur le contrôle. On va avoir le First Light, donc là, alors 4-7 pour 7, c'est plutôt cher, sauf que l'unité à aplomb, donc je rappelle, plus 1 en attaque pour chaque dégât sur l'unité, mais qui va donner à chaque autre unité amie non leader aplomb. Donc pour peu que vous ayez un board assez conséquent avec des gros tons, puisque si vous jouez 7, c'est que vous avez un deck où vous allez jouer des grosses unités, toutes vos unités vont gagner à aplomb, et donc c'est rétroactif. Hein. Forcément, une unité qui est, par exemple, je sais pas, c'est une 5-5 qui a déjà 3 dégâts sur elle, à partir du moment où vous jouez First Light dessus, ben, l'unité qui est 5-5 avec 3 dégâts sur elle, donc 5-2, va passer en 8-2. C'est de suite, donc c'est plutôt fort. Surtout que cette unité, elle a contrebande. Et contrebande, là où c'est fort, c'est qu'en plus le coût reste le même. Elle reste à 7. Bon, il faut quand même infliger 4 dégâts
à une unité amie. Mais si vous avez une unité avec un bouclier, une petite unité qui traîne avec un PV restant, bah, c'est super sexy, puisque vous pouvez jouer, votre adversaire ne le verra pas venir, et en plus là, elle va pas, c'est une carte forcément morte au début, mais que vous allez pouvoir jouer plus tard, et vous aurez l'assurance de pouvoir la jouer, puisqu'elle sera dans vos ressources. Ensuite, toujours donc dans l'affinité infamie, mais cette fois-ci en vert, en commandement, nous avons le char de combat pirate. Donc pègre véhicule tank, plutôt intéressant en côté terrestre, qui a sentinelle, donc 4-6, c'est plutôt costaud déjà à venir chercher pour votre adversaire, et qui va avoir ce fameux attrait contrebande, donc qui va pouvoir être joué plus tard depuis votre zone de ressources. Pour peu que vous ayez le first light qui lui donne aplomb, vous allez avoir une bête de sentinelle sur votre arène. Ensuite, nous avons l'équipage corsaire, donc 2-2 pour 2, qui peut être joué dès le tour 1, plutôt intéressant. En coup de contrebande, qui va coûter 6, donc 4 de plus, c'est quand même relativement cher. Mais par contre, qui nous dit que lorsque cette carte elle a été jouée en tant que contrebande, donc vous allez pouvoir lui donner 3 jetons expérience. Donc au final, pour 6, vous aurez une 5-5. Donc c'est plutôt intéressant, puisque si vous avez rien en main, que vous ne voulez pas prendre le risque de mulligan, vous avez un tour 1. Certes, c'est qu'un de 2, c'est pas dingue, mais vaut mieux ça que rien jouer. Et si vous avez une main plutôt intéressante, vous la mettez en ressources, et vous savez que plus tard, potentiellement dans le ventre mou de la partie, vous avez une 5-5 pour 6 qui peut arriver. Plutôt sexy pour le coup. Donc ici, alors là, on a une carte qui est peut-être, je dis bien peut-être, toujours, je prends toujours des pincettes à avoir dans l'état, une des meilleures cartes pour l'instant révélées. Puisque pour 1, vous allez pouvoir jouer une unité de votre main et vous allez lui donner embuscade. Donc c'est comme le champ de bataille, donc je vais vous afficher juste ici, le laboratoire de conversion d'énergie qui permet de donner embuscade à une unité que vous jouez depuis votre main avec pour un coup, il me semble, de 6 ou moins, si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous l'avez juste ici, donc on peut vérifier, vous pouvez vérifier ça pendant que je le dis. Donc vous allez pouvoir jouer une unité depuis votre main et lui donner embuscade. Sachant que vous pouvez en avoir 3 dans le deck, des interventions opportunes. Ben, c'est super intéressant. Et ce qui est d'autant plus fort sur la carte, et là c'est vraiment un boost, c'est le fait qu'elle est contrebande. Pour 2, vous pouvez faire cet effet. Et là, en ressources, ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la partie, vous pouvez accéder à cette carte. Donc ça, évidemment, dans les decks qui vont la jouer, vous la mettez en ressources dès le début. Et après, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Aucun risque de vous la faire défausser. C'est monstrueux. Et enfin, le petit blaster plus 2, plus 0 pour 1, qui est plutôt intéressant. C'est toujours une belle carte assez intéressante. Bien évidemment, vu que c'est un blaster, on ne la met pas sur une unité qui est véhicule, donc à l'attacher sur une unité non véhicule. En contrebande, par contre, c'est une 3 jaune. Donc là, on change d'affinité, donc ça nécessitera peut-être de jouer rouge-jaune. Ou alors de ne pas jouer rouge du tout, mais du coup vous savez que vous la mettez tout le temps en contrebande et vous la jouerez tout le temps depuis la contrebande. Et une fois jouée en utilisant contrebande, vous pouvez attaquer directement avec l'unité attachée. Donc vous gagnez sur la tempo, et en plus de ça, vous avez le boost de plus 2 sur votre unité. Plutôt intéressant. Vous avez maintenant donc un droïde jaune-blanc, donc plutôt côté gentil, qui peut jouer dès le tour 1, une 2-2 pour 2, qui dit qu'une fois joué, vous pouvez secourir une carte capturée. Donc ça veut dire que secourir, c'est lorsque votre adversaire a capturé une carte qui est sous une de ses unités, vous pouvez la récupérer. Et si vous ne le faites pas, vous ne perdez pas l'effet de la carte, puisque si vous ne le faites pas, vous pouvez donner un jeton bouclier à cette unité, donc à votre droïde. Donc c'est plutôt intéressant. À noter qu'elle peut être jouée en contrebande pour être... comment dire, pour être joué plus tard contre des decks chasseurs de primes. Donc ça, typiquement, c'est une super carte de side pour si jamais on tombe face à un deck chasseur de primes. Le Macunki, donc pour 1, plutôt intéressant, c'est Pègre Astuce. Donc attention, qui va combiner avec tout ce qui joue autour donc des astuces, donc avec Jabba le Hutt, donc qui permet de renvoyer dans la main de son propriétaire une unité Pègre ami non leader. Dans ce cas, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité. C'est cool. C'est cool si en plus vous le faites sur une unité Pègre ami qui a l'effet une fois joué, qui coûte pas cher. En plus, vous faites l'effet. Vous faites le Malakuki qui permet de la sauvegarder, qui permet d'infliger 3 dégâts à une unité. Et en plus de ça, vous pouvez rejouer votre unité qui va réappliquer son effet une fois joué. Plutôt intéressant, je trouve, sur le papier. Et donc là, on va avoir la fameuse carte, excusez-moi, je me recentre.
On va avoir la fameuse carte donc appareil de poursuite vigilante dont j'avais pris le screen pour vous présenter la mécanique contrebande, donc qui est une 3-5 pour 5 avec sentinelle et qui peut être jouée depuis la contrebande. Donc je suis pas forcément emballé plus que ça par la carte. Peut-être que ça peut être sympa toujours sentinelle dans les formats scellés parce que ça vient toujours gêner les adversaires. Après à voir, peut-être que ça rentrera, mais c'est vrai que là d'un coup en contrebande une 3-5 sentinelle pour 7, c'est pas sexy sur le papier, même sans la contrebande, hein, pour 5, 3-5 sentinelles, c'est pas foufou. À voir quand à côté, vous savez que vous pouvez avoir la 3-4 pour 3 sentinelle. À voir, il faut voir. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu, donc là c'est une carte qui n'a pas vraiment d'affinité plus que ça avec les autres, qui est une 2-8 pour 6 avec un aplomb, donc on va dire du Wookie comme on se l'imagine, et en plus de ça qui dit que lorsqu'on est en attaque, on peut soigner autant de dégâts d'une autre unité que le nombre de dégâts sur ce gentil géant. Donc imaginons que vous ayez 3 dégâts, avec aplomb vous êtes une 5-5, et en plus de ça vous pouvez soigner d'une autre unité jusqu'à 3 dégâts, puisque vous avez 3 dégâts sur votre gentil géant. Plutôt intéressant. Donc on a fini avec les cartes qui ont été révélées en français, mais attention, on n'a pas totalement terminé puisqu'il y a des cartes qui ont été révélées en anglais, mais qui ne sont pas encore disponibles en français sur les sites officiels, et on va les voir dès à présent. Donc pour l'instant on a une 2-3 pour 1, donc le cartel Turncoat, qui a Bounty, donc c'est une carte qui est relativement intéressante pour les stats, mais qui va permettre à votre adversaire de piocher une carte lorsqu'il va vous capturer ou vous éliminer l'unité. Donc à voir, encore une fois, un body intéressant pour 1, vous pouvez en jouer dès le tour 1. Après attention, vous allez donner des cartes à votre adversaire, à voir. Vous avez le docteur Evazan, donc une rare qui a été spoil il y a quelques temps de ça, donc qui elle va arriver sur le terrain, qui peut arriver sur le terrain donc dès le tour 1, puisqu'elle c'est une 3-3 pour 2, qui va arriver shield, donc c'est vraiment intéressant pour le coup, ce qui va permettre de prendre l'avantage, surtout contre les decks aggro dès le début, mais lorsque votre adversaire va le capturer ou l'éliminer, il va pouvoir redresser jusqu'à 12 ressources. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est très intéressant pour prendre l'avantage, mais attention parce que votre adversaire derrière, il peut faire un tour monstrueux. Après, à vous de voir. Moi, je pense que contre des decks contrôle, ça peut être pas trop mal. Après, attention, parce que le deck contrôle va pouvoir cracher sa main, mais qui dit cracher sa main veut dire qu'après, il n'aura plus de cartes à jouer, qui pourra s'essouffler. À voir. Mais je pense que c'est une carte qui n'est pas dégueu dans l'état. On va avoir donc une belle carte de contrôle pour 1, qui peut être jouée dans tous les decks bleus, qui dit qu'on va incliner une unité, et on va pouvoir secourir une unité qui a été capturée et qui est gardée par l'unité donc qui est inclinée. Donc intéressant si on joue face à un deck chasseur de primes qui va capturer les unités adverses, mais qui peut être joué un petit peu tout le temps parce que au pire, s'il n'y a rien à aller sauver, on va incliner une unité et pour 1, ça permet de temporiser un maximum et c'est très intéressant. Et enfin, vous avez vu qu'on a présenté tous les clones de la Clone Force 99, il en manquait un, il manquait Wrecker, et alors j'aurais pu le mettre tout à l'heure, mais j'ai préféré le garder pour la fin, en plus il est en anglais. Donc c'est une 7-6 pour 6, des statistiques monstrueuses. J'adore la carte, avec débordement, donc très intéressant, puisqu'avec 7 dégâts, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'unités qui ont moins de points de vie que la puissance de Wrecker. Mais lorsqu'il est joué, on peut éliminer une ressource amie. Donc on va perdre un petit peu en tempo, mais si on le fait, immédiatement on met 5 dégâts à une unité terrestre. Donc certes, on perd une ressource, mais derrière, vous pouvez faire perdre plus de ressources que ça à votre adversaire en mettant KO une de ses unités. Et c'est très fort, j'adore l'unité, ça peut être joué dans tous les decks gentils, héroïsme rouge, parce que ça combine pas forcément avec la Clone Force, et c'est plutôt sexy. Donc on a terminé pour les reveals de cartes, mais attention, on a une dernière petite surprise, je vous la montre dès à présent. Donc on a eu pour le May the Force Be With You un petit peu un visuel, si vous voulez, des différents produits qui vont arriver. Je vais vous mettre l'image, avec les différents playmats, les différentes le starter, les différents protège cartes, et on a aussi eu cette petite image avec les leaders. On reconnaît que ce sont des leaders puisqu'on connaît déjà ces trois-là, donc le Moff Gideon, le Mandalorian et la Bo-Katan, et on sait que lorsque les icônes sont à droite, c'est un leader. Et on voit
ici un petit Lando, donc en jaune-blanc, en leader. Plutôt intéressant, donc on reconnaît ici plutôt le Lando du film Solo. Et on voit ici le Boba Fett, en sans doute le Boba Fett de la série Le Livre de Fett, avec les icônes vert et héroïsme. Et là, c'est très intéressant. Alors après, on n'en sait pas plus. Il me semble ici deviner un petit 6 ou 5, et pareil ici en termes de coûts en ressources. Mais voilà, on sait déjà que ces deux leaders vont arriver. Donc Lando, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Le Boba Fett, je suis très curieux de voir ses capacités. En tout cas, voilà, on sait que ce set nous réserve de belles surprises. Donc, on va repasser sur ma petite tête pour finir cette vidéo. J'espère que ces reveals vous hype autant que moi. Ça laisse présager beaucoup de bons pour la suite. J'adore les nouvelles mechas. On voit qu'il y a plein de choses qui vont arriver avec les clones, avec les chasseurs de primes, avec la capture, avec les Mandalorians. C'est super. Je suis vachement hypé par cette extension. Il nous reste très peu de temps avant de pouvoir l'avoir en main. À peu près 2 mois, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que c'est début juillet. J'espère en tout cas que les tournois se passent bien. J'en profite en fin de vidéo pour vous faire la promo du tournoi à 128 joueurs, donc à Saint-Maurice, si je dis pas de bêtises, organisé par Sky Chapon et Sabac, donc Sabac que vous connaissez, qui est un de mes confrères sur l'Entrejeu Studio. Donc les inscriptions ouvrent le mardi, si je dis pas de bêtises, mardi 7, donc le mardi qui arrive ici. Ça va être un tournoi de fou. Je ne sais pas encore si moi je serai présent à l'heure où vous voyez cette vidéo, parce que j'ai des obligations familiales. Mais en tout cas, voilà, inscrivez-vous, ça va partir comme des petits pains. Vous allez avoir le fameux kit avec le Mace Windu pour le champion, le finaliste, le top 4, le top 8, le takedown. Enfin, ça va être un événement de fou, organisé par des gens en plus qui s'y connaissent, qui adorent ça, qui adorent le jeu. Vraiment, foncez, ça va être génial. Je vous mets en lien, vous allez la voir, la petite vidéo si vous voulez la voir, de présentation du tournoi. Régalez-vous et surtout, que la force soit avec vous. Sur ce, bon jeu.